Ben, ça rebondit un petit peu, ça, dans Ah notre oui! café politique. Bienvenue à notre café politique de cette autre semaine de décembre. Il me fait plaisir de retrouver mon collègue de CBC à Fredericton, dans la capitale, Jacques Poitras. Bonjour, Jacques. Bonjour, Martine. Et puis à Caraquette, François Gravel, éditorialiste et responsable de contenu à l'Acadie Nouvelle. Bonjour, François. Bonjour Martine, Noël Eh approche. Il oui. faudrait peut-être le rappeler à nos politiciens à Fredericton et à Ottawa. Je les trouve très actifs, très occupés pour cette période de l'année. Pas sûr qu'ils ont eu le temps d'effectuer leur magasinage du temps des fêtes. Heureusement, le café politique a pris les choses en main encore une fois cette année avec notre distribution annuelle de cadeaux de Noël qui s'en vient pour les politiques qui ont marqué l'actualité, Martine. Et je peux vous garantir qu'ils seront à l'écoute, les politiciens, parce que je crois que c'est devenu un incontournable que la distribution de nos cadeaux de Noël au café politique. Messieurs, j'en ai déjà entendu parler d'ailleurs. Alors d'ici là, on dira une dernière version ordinaire du café politique pour 2024 et c'est lancé avec un premier sujet. Chers amis, on se vide un petit peu de café avec le budget en immobilisation. Les contents, les pas contents. Je pense qu'il est convenu de dire le budget d'investissement, oui. Ça a été déposé par le ministre des Finances, René Legacy, mardi. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, bon, il y a eu le budget déjà, on connaît les enveloppes, puis après, bon, on ne sait jamais où seront les investissements précisément. Là, on a le portrait avec vous, Jacques Poitras, d'abord sur ce qui a été dévoilé. Je pense qu'on ne peut pas éviter le fait qu'il y a de la déception dans le secteur d'éducation. Je pense qu'on attendait plus d'investissements, en particulier dans le Grand Moncton, où on sait que les écoles francophones et anglophones dépassent leur capacité. Et c'était intéressant d'entendre le ministre Legacy qui disait qu'il n'y a pas assez d'argent pour faire tout que les districts ont besoin. C'est exactement ce que le ministre Bill Hogan a reconnu il y a un an quand il a déposé son budget des investissements. La croissance des élèves est juste trop élevée. Le gouvernement ne semble pas capable de faire un rattrapage. Et après un changement du gouvernement, nous sommes un peu dans la même situation, avec certains détails qui sont différents. Beaucoup de monde ont remarqué cette mention des écoles francophones à Saint Stephen et à Sussex-Hampton. Il faut se demander si c'est peut-être un geste vers le district francophone sud, qu'il faut se souvenir est en cours contre la province sur la question d'une manque d'écoles dans le district. Et si c'est un geste, c'est admirable et c'est important de ne pas oublier qu'il y a des francophones ailleurs dans la province, autres que le Grand Moncton et le Nord, Oui. qui ont des droits. Mais je me demande qu'est-ce que ça fait vraiment pour cette crise de capacité à Moncton, à Dieppe. Et on verra dans quelle direction le district va aller maintenant avec leur action judiciaire. Ouais, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup pour les écoles. François, vous avez noté ça aussi? Oui, c'est le budget des infrastructures, là, de la continuité, je vous C'est dirais. ça. Là. À quelques détails près, ce budget-là aurait pu être déposé par le gouvernement Higgs. Il y a de petites exceptions. Jacques a mentionné les écoles francophones qui ont été approuvées pour Saint-Stephen et Sussex. J'imagine pas vraiment le gouvernement Higgs qui aurait donné le feu vert à la construction de ces deux écoles-là, ou même à aucune école francophone, en fait. Hein. Il a refusé de le faire pendant toutes ces années au pouvoir. Ça n'avait jamais été considéré comme une priorité. Mais pour le reste, on note que ce budget-là a pratiquement la même valeur en termes de millions de dollars que le dernier budget des conservateurs. Là. Une grande partie va servir à poursuivre ce qui a déjà été entamé dans les dernières années. Et c'est pas une mauvaise chose, honnêtement. Là. Souvenez-vous le chaos des premières années du gouvernement Higgs, qui avait annulé à gauche et à droite plusieurs projets. Plusieurs ont été ensuite repris quelques années plus tard au coût de plusieurs millions de dollars supplémentaires. Le gouvernement Holt n'a pas voulu faire la même erreur de vouloir tout chambarder.
Il doit vivre avec un déficit budgétaire aussi, hein, donc c'est pas le temps de faire exploser les dépenses. Je note quand même, et on s'était mentionné dans le bulletin aussi, la reprise des travaux de rénovation dans les polyvalentes de Tracadie et de Chediac. C'était une des premières décisions du gouvernement précédent d'annuler ces projets-là. Les travaux vont reprendre, c'est une bonne nouvelle. Une moins bonne peut-être par contre pour la Cité des Jeunes à M-sur-Manie d'Edmundston, qui eux aussi avaient des travaux qui avaient été annulés par le gouvernement Higgs, mais il n'y a pas d'argent cette fois-ci qui avait été prévu pour Edmundston, encore une fois. On va passer à notre prochain café. Et puis, celui-là concerne le prix de l'essence. Il faut remettre à 2025, semble-t-il, une des promesses de Susan Holt. Et c'en était une importante quand même, d'éliminer la majoration liée au coût du carbone, du prix de l'essence et du diesel. Est-ce qu'on peut dire, François Gravel, promesse rompue, promesse reportée? Comment vous avez perçu ça? On a une première ministre qui a dit « Je veux aller vite, je veux effectuer beaucoup de choses en début de mandat ». Est-ce qu'on est allé trop vite avec celle-là? Les libéraux ne paraissent pas bien dans ce dossier-là. Ils l'avaient promis, de façon on ne peut plus claire, d'éliminer cette taxe spéciale sur l'essence qui avait été imposée par le premier ministre Higgs pour aider les pétrolières aux prises avec les nouvelles normes environnementales coûteuses du fédéral. Les libéraux, le gouvernement Holt ne l'a pas encore fait et il ne sait plus s'il va le faire maintenant. Le programme électoral, en plus de ça, ne disait rien à propos d'éliminer la réglementation sur les prix de l'essence. Voilà qu'on apprend que c'est en plein ce qui pourrait arriver dès ce printemps. Les libéraux ne paraissent pas bien parce qu'ils sont possiblement, parce que la décision n'a pas encore été prise, là, mais possiblement en train de rompre une promesse importante, l'élimination de la taxe spéciale. Et surtout, il donne l'impression d'avoir fait cette promesse-là sans trop savoir ce qu'il faisait. Hein. Le message, en gros, qu'on nous donne, c'est c'était notre intention de l'éliminer, mais là, maintenant qu'on est au pouvoir, on se rend compte que c'est peut-être pas une si bonne idée que ça, après avoir parlé avec des gens. En fait, quand j'écoute M. Legacy, le ministre des Finances, René Legacy et Susan Holt dans ce dossier-là, il me donne l'impression que l'industrie pétrolière a fait un excellent travail de lobbyisme au cours des dernières semaines, qu'ils ont présenté des scénarios qui ont ébranlé l'équipe Holt et que celle-ci cherche maintenant à reculer. Quant à la réglementation du prix de l'essence, si ça devait venir à être supprimé, ça aussi, ça risque d'être très impopulaire dans les régions rurales comme décision. C'est vrai qu'avant que le prix soit fixé par une commission, il y avait parfois des guerres des prix là, à Moncton, à Fredericton et à Saint-Jean, mais il n'y en avait pas beaucoup, sinon jamais, dans les régions rurales. Et au contraire, les prix étaient beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Alors, c'est un terrain glissant sur lequel marche le gouvernement Holt et il ne semble pas avoir une bonne paire de patins pour l'instant. Est-ce votre avis aussi, Jacques, une première erreur majeure de ce gouvernement? L'erreur, c'est pas quand on respecte pas l'engagement, c'est quand on fait l'engagement pendant la campagne. Et c'est ça, peut-être, l'erreur. Cette loi-là ajoute 4 sous à la prix d'essence à travers la formule de la Commission d'énergie. C'est pas vraiment une taxe. Ça passe le coût de ces règlements fédéraux aux consommateurs. Et Susan Holt a dit qu'elle allait l'enlever immédiatement. Alors, pour moi, c'est un engagement non respecté. Mais plus que ça, si on élimine la réglementation des prix complètement, cette coût-là pourrait être remis sur le consommateur sans être visible. Alors, ça reste à voir qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine. Le ministre René Legacy disait que, oui, il avait entendu le gouvernement PC qui disait pendant 2 ans qu'enlever cette coût-là aurait un impact sur les petites stations d'essence, mais maintenant, il réalise et maintenant, il comprend que cet impact est réel. C'est pas clair pourquoi il n'a pas écouté les avertissements des PC avant. Les PC l'accusent les libéraux d'avoir fait cette promesse sans vraiment penser aux conséquences. Et la question, c'est pourquoi vient de réaliser ces conséquences juste dans les 2 dernières semaines. Alors, on verra si c'est reporté, annulé, tout ça. Ça, c'était notre deuxième. Nous passons au troisième café de l'édition de cette semaine. Et c'est le sujet de l'heure. L'énergie, souveraineté énergétique, approvisionnement, nouveaux chantiers pour une nouvelle centrale qui a été annoncée pour Dieppe, en fait.
semi-annoncé, là. Je l'ai abordé la semaine dernière avec le ministre Legacy. Bref, les sujets énergétiques ne manquent pas, Jacques et François. J'ai l'impression que ça va être un enjeu de taille pour 2025, d'ailleurs. Et on peut remonter à dimanche passé, lorsqu'il y a eu quand même un gros point de presse avec le ministre Guilbeault, ministre Leblanc, injection de gros montants d'argent pour justement assurer la suite énergétique avec de grands partenariats impliquant les Premières Nations. On parle de transition énormément dans le discours vers une transition plus verte pour l'approvisionnement en électricité. Or, il n'y avait pas juste le budget d'investissement cette semaine qu'on a suivi, aussi le rapport du vérificateur général qui a sonné l'alarme encore une fois concernant l'endettement d'Énergie Nouveau-Brunswick. Je vais commencer avec vous, François, sur toutes ces questions énergétiques. On parle d'énergie ce matin, Martine, mais au Café politique, mais pas autant qu'hier dans l'actualité, avec l'annonce du Québec et de Terre-Neuve concernant Churchill's Falls. Et c'est un coup de maître pour ces deux provinces-là, vraiment, d'avoir réussi à mettre des décennies de frustration pour négocier une entente qui satisfait les gouvernements. Et ça me rappelle aussi en même temps que le Nouveau-Brunswick, lui, n'avait pas réussi à conclure la vente d'énergie Nouveau-Brunswick avec Hydro-Québec. Souvenez-vous, Sean Graham avait plié sous la pression et la force de l'opposition. Et la situation d'énergie de Nouveau-Brunswick ne s'est pas améliorée entre-temps. Vous avez fait un bon portrait de la situation. Elle est endettée. Elle a une centrale nucléaire qui a été fermée pendant la majeure partie de l'année. Un barrage hydroélectrique qui va coûter des milliards de dollars à mettre à neuf. Et une quête incessante pour trouver de nouvelles sources d'énergie. Les nouvelles ont été positives cette semaine. Ça n'arrive pas souvent pour Énergie NB. Le fédéral qui a annoncé qu'il va investir plus de 1 milliard de dollars pour développer un réseau d'électricité propre. Ça inclut des projets éoliens. Il y a de l'argent aussi pour soutenir la conversion de la centrale de Belle-Dune, de l'énergie au charbon, pour faire une conversion à la biomasse. J'ai trouvé intéressant aussi ce projet-là de construire une centrale thermique au gaz naturel dans le sud-est. Si le projet se confirme, ça va se faire dans le cadre d'une entente avec le secteur privé, ce qui va permettre donc à Énergie NB de réaliser ce projet sans s'endetter encore plus. Énergie Nouveau-Brunswick a vraiment besoin de tous les partenaires possibles, autant à Ottawa que dans le secteur privé, de toutes les sources de financement possibles pour développer des projets dont elle a clairement besoin. Jacques? Oui, c'est une bonne semaine pour l'Énergie Nouveau-Brunswick, absolument, et c'est très rare. Et il ne faut pas oublier aussi que la centrale de Pointe-le-Pro s'est relancée en opération hier. Vous avez raison, il y a ça aussi. Ce qui nous donne 40 de l'électricité dans la province, et c'était très cher de remplacer cette électricité d'ailleurs pendant que la centrale ne fonctionnait pas. Le gaz naturel de centrale, ça semble contredire un peu les objectifs de réduire les émissions de gaz d'effet de serre, mais en effet, cette centrale-là permet des projets d'énergie renouvelable, comme Stephen Guilbeault a annoncé à Dieppe dimanche passé. Et la réduction nette des émissions, selon Énergie Nouveau-Brunswick, serait 250 000 tonnes. Ça, c'est l'équivalent de 2 usines de pâte et papier de Irving à Saint-Jean. Alors, c'est une réduction importante. Cette centrale de gaz naturel donne une base fiable de génération qui peut fonctionner quand le vent ne souffle pas, quand c'est nuageux. Et même Stephen Guilbeault, environnementaliste de longue date de Greenpeace, a reconnu dimanche passé que cette centrale qui va émettre des gaz d'effet de serre est nécessaire pour l'objectif plus grand, plus long terme de réduire les émissions. Comme quelque chose d'indispensable dans cette transition dans laquelle nous sommes depuis un moment, puis que j'ai l'impression qu'on va être pour encore un bon moment. Alors voilà pour les questions énergétiques. Nous passons au moment tant attendu. Puis il nous reste bien du temps. Alors, vous pourrez nous déballer vos cafés. Non, les déballages, c'est la semaine prochaine avec les cadeaux. Là, vous allez plutôt nous servir des cafés, Jacques et François, sur soit un acteur de l'actualité, un événement qui n'a pas fait l'objet d'un segment, mais qui mérite d'être souligné. Et je vais commencer avec vous, Jacques Poitras. De quel type de café est question, envers qui ou quoi cette semaine? J'ai une café amer pour le gouvernement Holt et le district scolaire anglophone Est. Oui, ils ont finalement résolu leur conflit en cours à propos de la politique 713 et la question de est-ce qu'un district peut poursuivre la province, dépenser leur budget sur une poursuite judiciaire. Mais café amer parce qu'on n'a pas beaucoup de détails sur l'entente qui a terminé cette cause-là.
On ne sait pas, par exemple, s'il y a une reconnaissance officielle, légale, de la province qu'un district peut poursuivre la province avec leurs fonds. Ce qui était central à cette cause-là. Oui, Susan Holt a dit qu'elle pense qu'un district peut le faire, mais ce n'est pas la même chose qu'une déclaration de la Cour, par exemple, pour vraiment le souligner comme un précédent légal. Et des cafés sucrés pour 3 chiens de garde, disons, à Fredericton, Kelly Lamrock et le vérificateur général Paul Martin, et aussi le commissaire des langues officielles Shirley McLean. Ils ont tous dévoilé des rapports cette semaine sur différents sujets. Le 3e rapport en 8 jours pour Kelly Lamrock, Shirley McLean sur si les résultats des examens sur le site Ma Santé doivent être traduits pour la patiente, ce qui n'arrive pas toujours. Alors, juste un petit café sucré pour ces officiers-là de l'Assemblée qui font leur travail, qui contribuent beaucoup à la comptabilité de nos institutions publiques. C'est tout à fait vrai, Jacques. Merci pour ces cafés. Quels sont les vôtres, François Gravel? On vous écoute. Un café corsé, amer, qu'on avale de travers en s'étouffant, tout ce que vous voulez, Martine, au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui s'est encore une fois mis les pieds dans les plats cette semaine avec un discours dans lequel il a évoqué la défaite de Kamala Harris au présidentiel américaine, en rappelant que les États-Unis ont voté une 2e fois pour ne pas élire une première femme présidente. Il a présenté ça comme une preuve d'absence de progrès. Le milliardaire Elon Musk, un proche de Donald Trump, a ensuite réagi en traitant M. Trudeau de insufferable tool, qui est un peu difficile à traduire en français. J'ai vu beaucoup de traductions différentes dans les derniers jours. Je retiens celle retenue par la presse et sûrement plein d'autres médias. L'insupportable abruti. Ouais. Quand on connaît la propension de Donald Trump à agir sur des coups de tête, en fonction de ce qu'il aime, de ce qu'il déteste, quand on connaît l'importance de l'enjeu pour M. Trudeau, pour le Canada, qui se bat pour empêcher M. Trump d'imposer des tarifs de 25% aux exportations canadiennes, comment a-t-il cru que ça pouvait être une bonne idée de se mettre comme ça à critiquer les choix des électeurs américains? D'autant plus qu'on n'est pas meilleur. Hein? Au Canada non plus, on n'a jamais élu une femme première ministre du Canada. Il y a eu Kim Campbell qui a terminé le mandat de Brian Mulroney, mais c'est tout. Et jamais le Parti libéral n'a été dirigé par une femme. Et voilà. Bon, ça peut changer vite quand même. Le Parti libéral du Canada, bien sûr, celui du Nouveau-Brunswick, c'est autre chose, comme on le sait. Ça peut changer vite, c'est ça. Et sur une note plus positive, le gouvernement Holt a annoncé la création d'un comité permanent des langues officielles. C'est une demande de longue date. C'est une recommandation aussi du comité sur la révision de la loi sur les langues officielles qui avait déposé un rapport en 2021 à ce sujet. Ça avait été accueilli avec une fin de non-recevoir par Blaine Higgs. Alors, un café pour les 7 députés libéraux, les 3 députés progressistes conservateurs et le chef du parti David Coon, le chef du parti vert David Coon, qui vont tous faire partie du comité en question. Je note dans la liste des députés l'absence de Chris Austin, ancien chef de la People's Alliance, ancien ministre de Blaine Higgs, qui avait été nommé dans le fameux cabinet, le fameux comité des langues officielles du Parti conservateur qui avait été mis sur pied par M. Higgs. Souvenez-vous, ça avait été très mal accueilli, cette nomination-là. Eh bien, il n'est pas membre du comité permanent cette fois-ci, ce qui est probablement une bonne nouvelle, je pense, pour que ces discussions-là à venir. Le chef par intérim, par contre, du Parti conservateur, Glenn Savoy, va être membre, lui, de ce comité-là, montrant l'importance qu'il y accorde. Absolument. Préparez votre hôte pour la remplir de cadeaux, mes 2 Pères Noël du café politique, pour vendredi prochain. J'ai bien hâte d'entendre votre distribution. Jacques Poitras, journaliste de CBC à Fredericton, merci. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et on lit vos éditoriaux dans l'Acadie Nouvelle. François Gravel, à vendredi prochain. Merci, à vendredi. On a déjà très hâte. Alors, c'était notre café politique.